Merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus. Merci pour votre accueil. On va donc aborder effectivement un sujet sensible qui est celui du tribunal révolutionnaire, de la terreur d'une façon plus générale. Si vous avez des questions sur ce qui se rapporte à la nature même de la terreur, qui a fait l'objet de beaucoup de débats historiographiques ces dernières années, avec Jean-Clément Martin, avec Patrice Guénifet notamment. On pourra en parler après. Ce n'était pas exactement le sujet précis de mon propos, puisque le tribunal révolutionnaire, évidemment, est inséparable de cette terreur qui caractérise la France en 1793 et 1794. Mais je voudrais vraiment me centrer sur l'organisation de cette juridiction d'exception, en essayant de ne pas suivre le fil linéaire du livre que j'ai écrit de façon chronologique, un peu plan-plan. On va essayer de répondre à 3, 4, 5, 6 questions essentielles que vous vous posez peut-être sur l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal. Et donc on va d'abord commencer par se demander de quoi on parle. Donc le tribunal révolutionnaire, qui ne doit pas être confondu avec un premier tribunal qui était le tribunal qu'on a appelé le tribunal du 17 août 1792, est un tribunal qui a été créé par un décret de la Convention nationale le 10 mars 1793 et qui avait pour but, pour objet, je cite le texte du décret, de juger toute entreprise contre-révolutionnaire, tout attentat contre la liberté et la sûreté de l'État et tout complot tendant à rétablir la royauté. Vous voyez bien évidemment que quand on parle d'un tribunal de cette nature, on ne parle pas d'un tribunal ordinaire. On parle d'un tribunal extraordinaire. D'ailleurs, le titre exact du tribunal révolutionnaire, son libellé précis, c'est tribunal criminel extraordinaire. Ce n'est qu'avec le temps qu'on a surnommé cette institution le tribunal révolutionnaire que c'est rentré dans le langage courant. Mais institutionnellement, lorsqu'il a été créé, il s'agissait d'un tribunal criminel extraordinaire, ce qui veut donc dire qu'il y avait des tribunaux criminels ordinaires avant qu'ils n'existât. Ça veut dire deux choses. D'abord, un tribunal d'exception, un tribunal politique, c'est-à-dire un tribunal qui avait pour objet de juger des crimes à caractère politique, et non pas des crimes ou des délits de caractère ordinaire, comme les assassinats, les incendies, les vols ou que sais-je. On est vraiment dans le domaine politique. C'est un tribunal politique qui dépend du gouvernement, qui était étroitement soumis notamment au comité de salut public et qui avait donc pour objet de punir les ennemis réels ou supposés du régime nouveau qui avait été proclamé avec la République le 21 septembre 1792, quelques mois avant l'exécution de Louis XVI. La deuxième caractéristique de ce tribunal, c'est que non seulement c'était un tribunal politique, mais c'était un tribunal qui jugeait sans appel, c'est-à-dire sans recours à ce qui existait déjà à l'époque, c'est-à-dire le tribunal de cassation. Il existait déjà depuis 1790 notre tribunal de cassation, qui avait déjà pour objet de casser, comme son nom l'indique, les jugements qui n'étaient pas conformes ou qui étaient susceptibles de ne pas être conformes à la législation en vigueur. Et donc ce tribunal, à partir du moment où il jugeait sans appel, cela voulait dire que les juges avaient le dernier mot et que la sentence était d'exécuter quelques heures ou quelques jours, plus souvent quelques heures, après que la sentence eût été rendue. Donc ça, ce sont les deux grandes caractéristiques de cette juridiction. Une juridiction de nature politique qui juge de manière exceptionnelle, sans appel, au tribunal de cassation. Alors, je vous l'ai dit, il existait déjà des tribunaux avant, bien entendu. Le tribunal révolutionnaire n'est pas le premier tribunal à avoir été créé par la Révolution. Il y a eu en 1790 une grande réforme judiciaire qui a été conduite par l'Assemblée nationale constituante, qui est d'ailleurs l'une des réformes majeures de la Révolution, avec notamment la réforme administrative, réforme qui n'a jamais été contestée, contrairement à beaucoup d'autres, et qui a notamment consisté à créer des tribunaux civils et des tribunaux criminels, on les appelait les tribunaux criminels, destinés à juger les crimes, donc principalement les assassinats ou les incendies qui étaient considérés comme des crimes, dans un contexte général de refonte de la justice, de destruction de la justice d'Ancien Régime, dans un grand transfert de souveraineté entre le roi et le peuple, puisqu'on passe de la justice d'Ancien Régime qui émane du roi à la justice moderne qui émane du peuple, avec l'élection des juges dans le cadre d'élections départementales. Donc une transformation très profonde du paysage judiciaire.
Donc ce tribunal révolutionnaire composé de juges, de jurés, de défenseurs, d'accusateurs publics n'a pas inventé ce personnel, encore une fois, le 10 mars 1793, il existait déjà avant. C'est la Révolution en particulier qui a introduit ce qu'on appelle la procédure non plus inquisitoire mais accusatoire, c'est-à-dire une procédure sur laquelle on considérait que le juge était là pour jouer l'arbitre entre un défenseur et un accusateur qui mettait en jeu le sort d'un accusé. Donc une transformation là aussi très importante de l'esprit et de la lettre de cette procédure judiciaire. Donc il existait un accusateur public qui était là pour porter la charge contre l'accusé, des juges qui étaient là pour rendre le verdict, des jurés, innovation extrêmement importante de la Révolution, qui ne l'a d'ailleurs pas inventé, hein. Il y avait des jurés en Angleterre, il y avait des jurés dans certaines justices seigneuriales dès le XVIe siècle, le XVIIe siècle. Donc de ce point de vue, ça n'est pas une invention totale de la Révolution, mais c'est vrai que ce fait de mettre en avant le juré qui va se prononcer en son âme et conscience, dans son intime conviction, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans le paysage révolutionnaire des années 90-91. Et le tribunal révolutionnaire, en dépit de son caractère exceptionnel, va récupérer ses attributions formelles des tribunaux anciens. Et même en pleine terreur, et même à l'époque où l'arbitraire le plus grand sera exercé par le tribunal révolutionnaire, on aura toujours des jurés qui délibéreront, plus ou moins bien, plus ou moins vite, mais qui délibéreront. On aura toujours des avocats qui plaideront, sauf à partir du mois de juin 1794, j'en reparlerai. On aura toujours des témoins, on aura toujours des juges qui prononcent la sentence à la fin de la séance. Donc les formes, si vous voulez, sont respectées jusqu'à une date très tardive de l'existence du tribunal révolutionnaire, même si ces formes n'ont très vite représenté qu'un formalisme, c'est-à-dire une apparence qui masquait en réalité un arbitraire à peu près total, en tout cas à certaines époques de l'époque du tribunal, parce qu'on ne peut pas généraliser sur l'ensemble de la période. Alors, il y a eu également donc aussi un tribunal qu'on a appelé le tribunal du 17 août 1792, qui est un tribunal qui a été institué une semaine après la chute de la monarchie. Vous savez sans doute que la monarchie a été renversée donc le 10 août 1792 après la prise du palais des Tuileries. Et à la suite de ce renversement, on a donc créé un tribunal pour punir les individus qui étaient susceptibles d'avoir participé à un grand complot qui avait abouti à la fusillade dans la cour des Tuileries, qui elle-même avait entraîné la mort de 600 ou 700 fédérés et sans-culottes qui avaient pris d'assaut le château à ce moment-là. Et donc ce tribunal a condamné à mort à peu près une vingtaine de personnes avant d'être supprimé au mois de novembre 1792. Et puis très vite, dans le contexte de février et mars 1793, un contexte de guerre civile avec la révolte vendéenne qui commence à ce moment-là, un contexte militaire de plus en plus difficile, puisqu'à partir du 1er février, la France, qui était déjà en guerre contre l'Autriche et la Prusse, a été en guerre contre l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Espagne, donc un champ beaucoup plus large qu'avant et une pression aux frontières beaucoup plus importante. Une crise économique de plus en plus grande également, avec notamment des révoltes contre les épiciers à Paris que Marat avait notamment beaucoup excité. Dans ce contexte donc très agité politique, a été créé ce tribunal révolutionnaire, là encore dans un contexte parlementaire compliqué, le contexte d'une lutte entre les Girondins et les Montagnards voulant nouer une sorte d'alliance avec les sans-culottes des sections parisiennes contre leurs ennemis girondins. Donc tout ça résulte aussi de calculs politiques assez évidents. On a donc créé cette institution qui s'appelle le tribunal criminel extraordinaire, mars 1793. Je rappelle que Louis XVI a été exécuté au mois de janvier et que par conséquent, il n'a pas été bien sûr jugé par le tribunal révolutionnaire, mais par la Convention nationale, par les députés eux-mêmes. Au contraire de Marie-Antoinette, sa veuve, qui, elle, vous le savez, a été jugée par le tribunal révolutionnaire. C'est d'ailleurs la scène que vous avez ici, la partie gauche de la gravure, puisque Marie-Antoinette, en fait, est à droite. Je crois qu'on le verra tout à l'heure. Je voudrais aussi dire que ce tribunal, non seulement n'a pas été le premier tribunal créé par la Révolution, mais n'a pas non plus été le seul tribunal d'exception créé par la Révolution. Quand on a créé le tribunal révolutionnaire en mars 1793, il était question dès le départ que ce tribunal ait à lui seul la compétence de la sanction de l'ensemble des crimes de nature contre-révolutionnaire. Il était susceptible d'être le seul tribunal à caractère politique punissant les ennemis du régime pour l'ensemble du territoire français. Et puis très vite, ça s'est avéré absolument impossible, parce que vu l'extension des conflits à l'intérieur du territoire, ce qu'on a appelé l'insurrection fédéraliste, la révolte vendéenne, les différentes rébellions qui ont eu lieu sur différents territoires de la France à cette époque, très vite, on a créé beaucoup
de tribunaux révolutionnaires un peu partout. On a créé d'autres juridictions d'exception qu'on appelait les commissions populaires, les commissions militaires, je ne rentre pas dans le détail. Mais en tout cas, ce tribunal révolutionnaire de Paris, même s'il est resté le plus symbolique de tous les tribunaux, ne serait-ce que parce qu'il était à Paris, donc au cœur du pouvoir, à quelques centaines de mètres du palais des Tuileries où siégeaient la Convention et le Comité de salut public, eh bien, ce tribunal révolutionnaire parisien est traditionnellement celui qu'on appelle le tribunal révolutionnaire avec un T majuscule, même s'il y en a eu encore effectivement beaucoup d'autres. Alors, ce tribunal s'est installé au palais de justice, c'est-à-dire au-dessus des cachots de la conciergerie. Vous reconnaissez, je pense, le palais de justice, avec à l'époque, c'est un daguerréotype qui doit dater des années 1840. On voit l'actuelle façade en cours de construction, qui n'existait pas sous la Révolution, la tour de l'horloge, la tour de César, la tour d'argent qui sont à droite, l'ancien pont au change que vous voyez au premier plan, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été remplacé par un pont construit par Napoléon III. Donc là, vous avez vraiment un cliché qui est quand même à part la façade principale que vous voyez en train d'être bâtie, qui est quand même assez fidèle à l'architecture du palais de justice tel que les révolutionnaires ont pu le connaître en 1793. Alors vous avez ici un plan que je vous montre du premier étage. Alors j'ai pas de pointeur, excusez-moi, je suis désolé. Le tribunal révolutionnaire était situé dans une salle qui a été longtemps occupée par le tribunal de grande instance qui depuis, vous le savez, est parti au Batignolles. Et aujourd'hui, le local est rattaché à la Cour de cassation. C'est le local sur lequel, tout en haut, il y a marqué, à peu près au milieu, il y a marqué première chambre en verticale entre les deux tours. La tour de César et la tour d'argent. Vous voyez, il y a quai de l'horloge tout en haut. Vous voyez, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, comment ça marche? Voilà. Voilà, ici. Donc le tribunal révolutionnaire a siégé ici. Là, vous avez la grande salle des pas perdus qui existe toujours aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails architecturaux parce que tout ça a brûlé au moment de la Commune et a été largement reconstruit. Et très vite, d'ailleurs, le tribunal révolutionnaire s'est étendu au fil du nombre de dossiers qui n'arrêtait pas d'augmenter et est venu annexer une autre salle qui se trouvait ici, qui s'appelait la salle Saint-Louis, du fait qu'en fait, on a très vite créé deux sections du tribunal révolutionnaire pour que les dossiers soient traités plus rapidement compte tenu de l'augmentation exponentielle du nombre d'accusés qui se présentaient devant lui. Alors, ça, c'est pour la première image. Je vous montre rapidement ce qu'était la salle du tribunal révolutionnaire avant son installation. C'est ce qu'on appelait la grande chambre du Parlement de Paris. Je ne rentre pas là non plus dans les détails de ce qu'était le Parlement de Paris sous l'Ancien Régime, une institution absolument fondamentale, tant du point de vue judiciaire que du point de vue politique, avec ces fameux lits de justice où on enregistrait les remontrances, les édits du roi, etc. Donc là, vous avez cette grande chambre du Parlement telle qu'elle existait avant l'installation du tribunal en 1793. Et voilà donc à quoi ressemblait cette fameuse juridiction concrètement lorsqu'elle s'est installée dans cette salle. Voilà, je ne vous fais pas la description exhaustive de ce que vous voyez très bien à l'image. Des gradins pour les accusés à gauche, les juges au milieu, en bas les défenseurs à gauche. À droite, vous avez les jurés avec les greffiers et le public dans une partie qui était délimitée à l'entrée de la salle, avec les bustes de Brutus et de Marat, inévitables sur les murs, et l'accusateur public, là, qui est en train de faire sa plaidoirie. En fait, cette gravure représente le procès de Fouquier-Tinville, qui a eu lieu en 1795, mais la configuration des lieux correspond à ce que l'on a connu à l'époque. Et enfin, certains dans cette salle connaissent cette pièce. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la salle qui a été la salle du tribunal révolutionnaire, qui n'a évidemment sur le plan du décor strictement plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque, puisque les boiseries de la Troisième République sont passées par là. Mais en tout cas, le volume général de la pièce est grosso modo celui qui existait à l'époque de la Révolution. Alors, il y avait donc dans ce tribunal, bien sûr, des juges. Je ne vous cite pas leur nom parce que je vous confesse que leur patronyme n'a pas traversé la grande histoire de France jusqu'à nous. Ce sont des gens à peu près restés inconnus. Si je vous cite Montané, Herman ou Dumas, je pense que ça ne vous dira pas grand-chose. Voilà, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment été des personnages saillants de l'histoire politique de la Révolution française. Les jurés, c'est un peu la même chose. Très peu de noms connus. Je vous citerai par exemple Maurice Duplay. Ça ne vous dira rien, mais ça vous parlera plus si je vous dis que c'était l'hôte de Maximilien Robespierre. C'est lui qui hébergeait Robespierre en 1793 et 94. Je vous citerai Antonel, qui a été le premier maire d'Arles.
quand même. Je peux vous citer Châtelet. Châtelet était un peintre de Marie-Antoinette, un des peintres favoris de Marie-Antoinette. Il a d'ailleurs assisté à son procès. Et je vous citerai Joseph Souberbiel, qui était un gynécologue très connu à l'époque et qui était le médecin personnel de Robespierre également. Tout ça pour vous montrer évidemment la relative proximité politique qui existait entre ces gens et les personnes qui étaient au pouvoir à l'époque. Mais ça ne peut pas surprendre dans le cas évidemment d'un tribunal politique. Et je dis ça sans porter aucun jugement de valeur. Il est, si j'ose dire, naturel que dans le cadre d'une justice d'exception, on ait un personnel d'exception qui n'obéisse pas aux règles traditionnelles des recrutements ordinaires dans ce genre de tribunaux. Alors, il y avait également un accusateur public. Et le accusateur public, je pense vous connaissez peut-être, c'est Antoine Quentin Fouquier de Tinville, dit Fouquier-Tinville, qui a laissé son nom dans l'histoire de la terreur et du tribunal révolutionnaire en particulier, et qui était donc ce qu'on appellerait aujourd'hui l'avocat général, celui qui était susceptible de requérir les peines contre les accusés. Il y avait également des défenseurs. Il y avait des greffiers, alors voilà 2 jurés, voilà notamment Châtelet et Prieur, qui ont été croqués sur le vif au moment de leur jugement en 1795 avant d'être condamnés à mort. Et je vous montre ici le portrait de Claude-François Chevaux-Lagarde, qui a été une des figures importantes du barreau de cette époque-là, avec un autre défenseur qui s'appelait Tronçon du Coudray. Également des greffiers, des huissiers, des commis, des médecins, tout un personnel qui tournait autour de cette machine très bureaucratique qu'était le tribunal révolutionnaire. Alors, deuxième question, qui jugeait-on dans ce tribunal ? On ne jugeait dans ce tribunal tous les individus qui avaient été arrêtés dans quelque endroit de la France que ce fût, puisqu'encore une fois, le tribunal avait une compétence nationale, beaucoup de Parisiens, mais aussi beaucoup de provinciaux, et qui tombaient sous le coup de la loi. Parce que le tribunal révolutionnaire, en dépit de l'arbitraire qui a pu le caractériser pendant une certaine époque, s'est toujours basé sur la législation criminelle en vigueur pour arrêter ces jugements. Les jugements n'ont pas été prononcés au hasard. Toute la question est de savoir comment les juges ont interprété la loi. Ça, c'est le problème de l'interprétation de la loi. Mais la législation, elle existait. C'est-à-dire que les juges se sont toujours basés sur l'article tant de l'alinéa tant pour condamner à mort quelqu'un, ou pour l'acquitter d'ailleurs, ou pour le condamné à une autre peine, parce qu'il y avait aussi d'autres peines, on va en parler. Donc, pour le dire vite, d'abord il y avait le code pénal de 1791, il y avait un code pénal qui condamnait à la peine de mort à partir de l'âge de 16 ans, tout individu convaincu de complot contre la sûreté de l'État ou d'intelligence avec l'ennemi. C'était à peu près la formulation du code à l'époque. Et puis il y a eu d'autres lois futures, ultérieures, qui ont été promulguées par l'Assemblée législative et par la Convention nationale, des lois contre les émigrés, des lois contre les prêtres réfractaires, des lois contre les individus qui prêchaient pour le retour de la monarchie à l'oral ou par le biais d'écrits, d'affiches, de lettres, que sais-je. Ceux qu'on appelait les accapareurs, c'est-à-dire les personnes qui conservaient leur stock de grains et qui ne voulaient pas les vendre parce que le gouvernement avait instauré ce qu'on appelait la loi du maximum, qui plafonnait à un taux maximal les prix et les salaires qu'on ne pouvait pas dépasser. Donc beaucoup de paysans et de producteurs conservaient par devers eux leur production agricole, et ça tombait sous le coup de la loi puisque l'accaparement était puni de la peine de mort. Donc tout producteur qui n'avait pas mis au prix du maximum des denrées sur un marché était effectivement susceptible de passer devant le tribunal révolutionnaire ou toute juridiction d'exception et d'être condamné à la peine de mort. Et puis, au-delà de tous ces individus, il y a eu cette fameuse loi que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la loi des suspects, du 17 septembre 1793, et qui disposait que était suspect, alors non pas coupable, mais suspect, tout individu qui, par ses relations, ses propos, ses écrits ou sa conduite, était susceptible d'être, alors je ne sais plus la formule, partisan du fédéralisme et de la tyrannie et ennemi de la liberté. Voilà, c'était ce genre de choses. Donc vous voyez que c'était une loi extrêmement extensive dans son acception, puisque la conduite, les propos, les relations, les écrits, on pouvait mettre à peu près tout et n'importe quoi derrière ça. Les nobles étaient suspects, sauf s'ils avaient constamment manifesté leur attachement à la Révolution, c'est l'intitulé exact de la loi. Donc ça en faisait beaucoup qui étaient suspects par définition. Donc voilà une loi qui effectivement englobait beaucoup de gens sous la domination de suspects, mais qui n'impliquait pas forcément une culpabilité qui générait elle-même une peine. On était suspect, ça veut dire qu'on était arrêté par un comité de surveillance par exemple, ou par une société populaire ou par un représentant en mission. On était incarcéré, mais ça ne voulait pas dire qu'on allait forcément passer devant le tribunal. Il ne faut pas d'abord imaginer, je vous parlerai des chiffres tout à l'heure, il ne faut pas imaginer que toute
personne qui atterrissait dans une prison finissait sur l'échafaud. Bien sûr que non, il y a eu énormément d'individus, des dizaines de milliers d'individus qui ont été incarcérés et qui sont sortis de prison après la terreur, peut-être pas en parfaite bonne santé, mais en tout cas avec la tête sur les épaules. Donc il faut quand même le rappeler. Alors, troisième chose, troisième question, après avoir vu l'organisation générale et qui était jugé par ce tribunal révolutionnaire, mais on en reparlera dans la discussion si vous le souhaitez, comment jugeait-on et comment se passait un procès ? Il y a beaucoup de similitudes avec un procès de l'époque et ce qui ressemble aujourd'hui encore à ce que j'appellerais un procès d'assises, puisque tout est né de la Révolution et que le tribunal, je vous l'ai dit tout à l'heure, a lui-même adhéré aux formes qui avaient été définies au début de la période révolutionnaire. Donc l'individu qui avait été arrêté était d'abord amené à la conciergerie. Alors le pivot du tribunal, c'était vraiment Fouquier-Tinville. C'est-à-dire que Fouquier-Tinville n'avait pas seulement pour objectif, pour charge, pour fonction de porter l'accusation contre l'individu, puisqu'il était accusateur public. Il avait pour rôle également d'organiser tous les procès et de juger par lui-même si un dossier d'individu arrêté était susceptible d'arriver au tribunal ou non. C'est-à-dire qu'il recevait régulièrement les dossiers de toutes les personnes qui avaient été arrêtées. Tous les comités de surveillance dans toute la France envoyaient les dossiers à ce comité qu'on appelait le comité de sûreté générale, qui était le comité responsable de la police politique. Et les dossiers étaient transférés à Fouquier-Tinville, qui ensuite lui-même, de visu, dépouillait tous les dossiers et disait celui-là oui, celui-là non, pour simplifier. Donc le dossier était constitué, il y avait d'abord un dossier d'instruction qui était composé de différentes pièces que les autorités avaient rassemblées contre l'individu en question. On faisait une enquête, on ramassait des correspondances chez les gens, on trouvait dans des tiroirs une lettre écrite à un émigré, une affiche royaliste, un objet suspect, bon, et on arrêtait la personne. Qui se retrouvait donc en prison, et si Fouquier-Tinville le décidait, la personne pouvait se retrouver à la conciergerie, puisque la conciergerie était la prison du tribunal révolutionnaire. Ça n'était pas une prison comme les autres. Il y avait à Paris une quinzaine de prisons à l'époque, mais la conciergerie était la prison gérée directement par le tribunal révolutionnaire et qui avait pour objet d'héberger tous les accusés susceptibles de comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Donc la personne arrivait et il y avait d'abord ce qu'on appelait un interrogatoire préalable. C'est-à-dire que l'individu était reçu dans la salle d'audience que vous avez dit tout à l'heure, mais sans public, à huis clos, avec simplement un juge, l'accusateur public et un greffier. Et là, on débroussaillait le dossier d'accusation pour voir s'il y avait vraiment matière à faire un procès ou pas. Si ce n'était pas le cas, l'individu était relâché, ça pouvait arriver. Et si c'était le cas, l'individu était maintenu en prison dans sa cellule de la conciergerie et Fouquier-Tinville ou ses greffiers ou ses adjoints rédigeaient un acte d'accusation. Donc l'acte d'accusation, c'était vraiment la pièce absolument principale du dossier. Vous avez ici un exemple d'acte d'accusation, vous voyez, avec le préimprimé en haut, et puis à la main rajouté toute l'accusation et la signature d'Antoine Quentin Fouquier tout en bas du document. Donc ça, c'était vraiment la pièce centrale qui allait déterminer pratiquement toute la suite du procès, avec évidemment des documents, quand on les lit aujourd'hui, caractérisés par une emphase jacobine, une phraséologie extrêmement caractéristique et une exagération délibérée des délits. Voilà, c'est-à-dire que le moindre délit était transformé en crime gravissime, tout le monde était surnommé des épithètes et des adjectifs les plus incroyables. Fouquier-Tinville avait ce talent, si je puis dire, un peu comme Wyszynski dans la Russie des années 30, d'extrapoler les choses et de mettre des adjectifs extrêmement exagérés sur des délits ou des crimes qui avaient une importance infiniment moins grande. Mais ça, c'était un peu le pivot de l'accusation qui allait entraîner toute la suite du procès. Et puis ensuite, donc, une fois que l'accusation était définie, le procès pouvait commencer, on assignait les témoins, on faisait donc venir des témoins, parce qu'il y avait des témoins, on convoquait les jurés, on préparait effectivement le procès, et donc on arrivait à cette séance du tribunal que je vous ai montré tout à l'heure, avec d'abord la lecture de l'acte d'accusation. Donc l'accusé arrivait, libre et sans faire, c'est ce que disait la procédure, libre et sans faire. On lui demandait de décliner son identité. Ensuite, l'accusateur public, donc l'actuel avocat général, lisait l'acte d'accusation. Et on disait à l'accusé, voilà ce dont vous êtes accusé, nous allons maintenant produire les charges contre vous. Et on faisait venir les témoins. Donc il y avait deux types de témoins, comme aujourd'hui, des témoins à charge, des témoins à décharge. Les témoins à décharge étant les témoins que l'accusé pouvait faire venir en sa faveur, les témoins à charge étant les témoins convoqués par l'accusateur public pour enfoncer l'accusé et déterminer l'intention criminelle
qui avait conduit à sa présence au tribunal révolutionnaire. Il y avait ensuite une plaidoirie, car il y a eu toujours des plaidoiries, plus ou moins efficaces, plus ou moins longues. Il est certain qu'à partir d'une certaine période de la terreur, les défenseurs parlaient beaucoup moins, beaucoup moins. On leur laissait plus le temps de parler, jusqu'au moment où on les a d'ailleurs totalement supprimés, on va en parler. Mais en tout cas, il y avait des plaidoiries plus ou moins sincères, plus ou moins efficaces. Mais à ma connaissance, en tout cas, aucun défenseur n'a jamais eu la crainte d'être physiquement menacé. Chauveau-Lagarde et Tronçon du Coudray, vous en avez vu un tout à l'heure, ont été arrêtés après le procès de Marie-Antoinette. Ils ont passé une nuit en cellule, ils ont été libérés le lendemain. Mais dans l'ensemble, il faut quand même reconnaître que les avocats du tribunal n'ont pas été physiquement inquiétés et qu'ils ont toujours pu faire leur travail. Il y en a même qui s'entendaient très bien avec Fouquier-Tinville et qui allaient boire un verre à la buvette de la conciergerie avant le prochain procès. Donc il y avait quand même quelque chose qui se passait à ce niveau-là. Et puis ensuite, les jurés délibéraient. Ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc l'accusé se retirait, le tribunal devait rester en séance, les jurés se retiraient à l'étage du dessus et ils redescendaient. Au plus fort de la terreur, ces délibérations ne duraient que quelques minutes parce que la sentence était déjà connue avant même que les jurés se soient retirés. Et il y avait une clochette qui annonçait leur retour, ça n'est pas grave. Et à ce moment-là, le président, qui était juge lui aussi, puisque le président du tribunal était le plus ancien des 5 juges qui siégeaient au sein de cette juridiction, interrogeait les jurés pour savoir s'il y avait culpabilité, c'est-à-dire est-ce que l'accusé est auteur ou complice du crime dont on l'accuse, et surtout, y a-t-il intention contre-révolutionnaire ? Alors ça, en termes juridiques, c'est très important, c'est la notion d'intention criminelle. C'est-à-dire que si quelqu'un était convaincu d'avoir commis un crime sans intention criminelle, il était susceptible d'être acquitté ou éventuellement d'être condamné à une autre peine que la mort. Et c'est arrivé. Mais en tout cas, les jurés devaient, en leur âme et conscience, déterminer s'il y avait eu intention criminelle ou pas. Et là, il faut distinguer 2 choses, on en reparlera. Il faut distinguer l'accusé commun, pour lesquels il pouvait y avoir une discussion, et puis les grands accusés politiques qui ont été jugés par le tribunal à l'époque dans le cadre de règlements de compte politiques qui aboutissaient systématiquement à la mort des opposants, où là, il n'y a jamais eu de discussion. Il est clair que quand on a jugé Danton et ses partisans en avril 1794, le procès a été entièrement truqué, c'est-à-dire que les accusés ont été amalgamés à des individus qui avaient commis des crimes qui n'avaient strictement rien à voir avec les leurs, les jurés ont été triés et on a choisi les plus radicaux sur le plan révolutionnaire et pas les autres, l'acte d'accusation a été remplacé par la lecture du rapport de Saint-Just qu'il avait établi contre Danton, des membres du comité de sûreté générale chargé de la police politique sont venus siéger dans l'enceinte même du tribunal, dans l'enceinte même, pour faire pression sur la décision finale. Et en fin de compte, les accusés ont été mis hors des débats à la fin, du procès, qui n'a même pas eu le temps de se terminer. Les plaidoiries n'ont pas eu le temps d'être prononcées, puisque les accusés ont été exclus des débats pour avoir outragé la représentation et la justice nationale avant même la fin du procès. Donc les jurés délibéraient, on revenait, on leur demandait si l'accusé était coupable ou non et s'il y avait eu intention criminelle ou pas. Et à ce moment-là, le président demandait au juge qui était à sa droite et à sa gauche quelle était la peine qu'il souhaitait. L'accusateur public ayant récapitulé, lui, bien sûr, la peine qu'il souhaitait demander, parce que Fouquier-Tinville ne prononçait pas la peine, c'est très important, il requérait la peine. Il disait « moi, je demande que l'on applique telle peine ». Mais ensuite, ce n'était pas lui qui décidait, c'était les juges. Et le président qui se levait, qui mettait son chapeau et qui déclarait la peine devant l'accusé et devant le public. Alors, il y a eu 3 grands types de sentences. D'abord, il y a eu des acquittements. Je vais en reparler. Il y a eu même beaucoup d'acquittements pendant une période assez longue de l'histoire du tribunal révolutionnaire. Dans ce cas-là, il y avait ce qu'on appelait une ordonnance d'acquit et l'accusé était immédiatement libéré. Deuxième cas de figure, c'était une peine autre que la mort. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres peines comme la déportation, comme les travaux forcés, comme la détention, qui pouvait punir un accusé convaincu de crime qui n'allait pas jusqu'à la sentence capitale. Et ça a été quand même, pas très fréquemment, mais quand même assez régulièrement prononcé, même si ça représente un tout petit pourcentage des peines qui ont été rendues à cette époque-là. Et puis enfin, il y avait bien sûr la peine de mort. Vous avez ici par exemple un
papier de Fouquier-Tinville qui convoque le bourreau, c'est-à-dire l'exécuteur des jugements criminels, ne fera faute de se rendre ce soir à 3 heures de relevé, je crois que ça doit être écrit comme ça, à la maison de justice de la gendarmerie pour émettre à exécution le jugement qui condamne, alors je ne sais plus de qui il s'agit, à la peine de mort. L'exécution aura lieu aujourd'hui à 4 heures précises du soir sur la place de la Révolution de cette ville. Signé, fait au tribunal le 3 Ventose de l'an second, on doit être en février ou en mars 1794. Alors une fois que l'accusé avait été condamné à mort, on le redescendait dans la cellule de la conciergerie, on lui faisait la fameuse toilette qui consistait à lui couper les cheveux derrière la nuque, on le plaçait dans la fameuse charrette qui était censée le conduire ensuite sur la place de la Révolution, donc notre actuelle place de la Concorde. Vous avez en dessous une petite scène qui représente le procès de Madame Roland, et au-dessus vous avez la fameuse cour du Mai qui existe encore aujourd'hui, exactement telle qu'elle existait à l'époque, qui donne sur le boulevard du Palais. Vous avez encore aujourd'hui l'arcade et l'escalier qui sont toujours là, avec les charrettes donc, qui attendent les condamnés à mort qui partent ensuite pour l'échafaud, qui étaient donc placés sur la place de la Révolution. Vous reconnaissez, je pense, la place de la Concorde, qui servait de lieu d'exécution publique à l'époque, avec un obélisque, bien sûr, à l'époque, qui n'existait pas encore et qui était remplacé par cette jolie statue de la Liberté. Alors, après avoir vu comment étaient jugés les accusés, passons maintenant un petit peu aux chiffres. Parce que vous vous demandez tous, évidemment, combien il y a eu de condamnés, est-ce que ça a été si important que ça, etc. Donc pendant toute la durée de la terreur, je parle de la durée de la terreur parce que le tribunal révolutionnaire a perduré après la chute de Robespierre pendant plusieurs mois, jusqu'en mai 1795. Donc le tribunal révolutionnaire n'est pas une institution qui est spécifique à la période terroriste, mais qui a ensuite duré pour punir notamment les initiateurs de la terreur, ou en tout cas quelques-uns d'entre eux. Donc pendant toute la période qui va d'avril 1793, la première audience du tribunal révolutionnaire, le 6 avril, jusqu'au 28 juillet 1794, c'est-à-dire la condamnation à mort de Robespierre et de ses partisans, et donc de fait la fin de la terreur, même si ça s'est fait dans des étapes un peu plus lentes que ce que je vous dis, mais on va simplifier. Il y a eu un peu plus de 4000 personnes qui ont été jugées par le tribunal révolutionnaire, 4061 exactement. Il y a eu 2625 personnes condamnées à mort, ce qui représente un pourcentage de 65%. Sur l'ensemble des gens qui ont été jugés par le tribunal, 65%, donc on va dire les 2/3, ont été condamnés à mort, le tiers restant ayant été soit acquittés dans la grande majorité des cas, soit condamnés à d'autres peines, déportation, détention, travaux forcés. Alors, c'était évidemment à la fois énorme et très peu. 2625 personnes à Paris pour la période de la terreur. Il faut qu'on relativise un petit peu par rapport aux chiffres de la répression nationale. On sait aujourd'hui, depuis les travaux d'un historien américain dans les années 1930, qui n'ont jamais été rediscutés depuis, que la terreur a fait en gros, en tout, à peu près, on ne le saura jamais vraiment comme vous l'imaginez, mais à peu près 300 000 victimes. C'est-à-dire en gros 17 000 personnes qui ont été jugées par une juridiction d'exception et condamnées en vertu du jugement d'un tribunal, tribunal révolutionnaire, commission populaire, commission militaire, quoi que ce soit, mais en tout cas une juridiction. Il y en a environ 20 000 qui ont été exécutés sans jugement, c'est-à-dire qui ont été arrêtés, emprisonnés et sortis de la prison pour être exécutés immédiatement. Ça a été le cas par exemple des fameux noyés de Nantes, que Jean-Baptiste Carrier a fait noyer dans la Loire en janvier-février 1794, à peu près 5000 personnes. Ça a été le cas de tous les gens qui ont été canonnés, fusillés à Lyon, à Toulon, à Bordeaux, à Marseille, suite aux révoltes des grandes villes à l'été 1793. Donc ça a été le cas de beaucoup de gens qui ne sont pas passés devant des tribunaux et qui ont été exécutés après avoir été incarcérés. Et puis le reste, qui permet d'atteindre les 300 000, vous le savez peut-être, c'est bien sûr la répression vendéenne, qui s'est abattue sur la Vendée après la défaite des armées catholiques et royales en décembre 1793, avec les fameuses colonnes du général Turreau qui ont massacré des dizaines de milliers de personnes, femmes, enfants, vieillards, brûlé les villages, etc., dans une période où la guerre de Vendée était terminée et où la terreur était considérée comme le châtiment nécessaire pour régénérer la terre des rebelles. Voilà. Donc on arrive à peu près à ce chiffre de 300 000, mais même quand on prend le chiffre de 17 000 des personnes qui sont passées devant des juridictions, vous voyez que les 2625 victimes du tribunal révolutionnaire ne représentent à peu près que 15% du total des condamnations à mort prononcées par toutes les juridictions sur l'ensemble du territoire français à l'époque.
Alors il faut dire aussi qu'on a eu une augmentation continue du nombre de condamnés à mort. C'est-à-dire qu'entre, en gros, mars 1793 et octobre-novembre, je ne vais pas vous assommer avec des pourcentages, mais le nombre de condamnations à mort est resté, si j'ose dire, relativement raisonnable par rapport au nombre d'acquittements. Et puis c'est un basculement qu'on voit sur l'ensemble du territoire français à l'hiver 1793-14. Le rapport peu à peu a basculé parce qu'il y avait de la surpopulation carcérale, parce qu'on était rentré dans une logique radicale de la terreur dont on reparlera peut-être après. Et peu à peu, le nombre de condamnations à mort a augmenté de façon très importante jusqu'à s'inverser et jusqu'à ce que, à partir de mars-avril 1994, le nombre de condamnés à mort devienne plus important que le nombre d'acquittés ou de condamnés à d'autres peines. On a décidé de supprimer en avril 1794, à l'initiative de Saint-Just, tous les tribunaux révolutionnaires et commissions qui avaient existé sur l'ensemble de la République. Donc on a concentré la répression à Paris, exclusivement à Paris, pour différentes raisons. Et le 22 prairial de l'an 2, c'est-à-dire le 10 juin 1794, la Convention a voté un décret resté fameux dans les annales de la terreur, qu'on appelle donc le décret de prairial, qui supprimait l'interrogatoire préalable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc l'accusé arrivait à l'audience sans savoir exactement ce qu'on lui reprochait, puisqu'on ne lui avait pas notifié le dossier d'instruction au moment de l'interrogatoire. Les témoins ont été supprimés, sauf s'ils permettaient de découvrir des complices. Les avocats ont été supprimés, donc il n'y avait plus de plaidoirie, et le tribunal n'avait plus le choix qu'entre l'acquittement ou la mort. Donc la détention, la déportation et les travaux forcés n'étaient plus prononcés. Donc on est vraiment rentré dans une nouvelle logique qu'on appelle généralement la Grande Terreur, qui dure du 10 juin 1794 au 28 juillet 1794, donc la mort de Robespierre et de ses partisans. Et au cours de cette période, il y a eu 1376 condamnés à mort, ce qui veut dire que 80% des accusés ont été condamnés à la peine capitale et que le nombre de gens condamnés à mort en juin et en juillet 1794 était supérieur au nombre de personnes condamnées à mort pendant toute la période précédente qui remontait au mois d'avril 1793. Voilà. Donc là, on a eu une accélération très brutale et très spectaculaire de la terreur à cette époque-là, avec des procédures qui ont atteint voilà, un summum de bâclage, c'est-à-dire des audiences de plus en plus courtes. C'est-à-dire qu'en mars, avril, mai 1793, un procès pouvait durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire 10 jours. En 1794, un procès commençait à 10 h du matin et se terminait à 15 h. C'est-à-dire que ça allait très vite. Les plaidoiries étaient quasiment terminées, surtout après la loi du 22 prairial, évidemment. Les témoins n'étaient quasiment plus entendus. Les accusés étaient de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'au début de l'époque du tribunal, on avait des jugements qui touchaient souvent une personne unique, parfois ses complices immédiats ou sa famille. Et à partir de mars-avril 1794, on a vu arriver sur les gradins du tribunal 10, 20, 30, 40, 50 personnes en même temps, qui la plupart du temps étaient englobées sous un chef d'accusation commun qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'elles avaient vraiment commis. Dans n'importe quelle procédure judiciaire normale, vous individualisez le chef d'accusation. Chaque individu, évidemment, est inculpé d'une charge particulière. Là, c'était conspiration contre la République et vous aviez absolument de tout là-dedans, des lavandières, un royaliste, un prêtre, des gens qui ne s'étaient jamais vus. Et on a des tas de témoignages dans les mémoires de l'époque que j'ai consultés pour écrire mon bouquin, de gens qui racontent qu'effectivement, la machine s'est complètement emballé, qu'il n'y avait absolument plus aucun discernement des juges dans ce qu'ils devaient prononcer, et qu'on avait fini par mélanger des gens très nombreux sur les bancs des gradins des accusés qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. On raconte qu'il y a eu des confusions de noms. Voilà, une dame de Maillet, M-A-I-2-L-E, a été condamnée à mort à la place d'une duchesse de Maillet, M-A-Y-E, parce que les huissiers descendaient dans la salle de la conciergerie, les choses allaient tellement vite, ils confondaient les actes d'accusation les uns avec les autres, ils prononçaient les noms à l'oral, donc ils faisaient venir des gens qui n'auraient pas dû venir. Voilà, ça a été un capharnaüm absolument complet, et la machine s'est complètement emballée aux dépens bien sûr des accusés. Cinquième question, quels ont été les principaux motifs de condamnation dans le cadre de ce tribunal révolutionnaire ? Alors j'ai essayé de regrouper ça en 5 grandes catégories. Ça n'est pas évident parce que vous imaginez bien, peut-être, sauf si vous me croyez très patient, mais vous avez tort. Je n'ai pas analysé 2625 dossiers aux archives nationales. Ils sont conservés dans la série W. J'en ai consulté quelques-uns, mais je me suis contenté de faire des sondages. Je n'ai pas fait une étude statistique qui d'ailleurs a déjà été conduite à la fin du 19e siècle par un historien qui s'appelait Henri Vallon, W-A-2-L-O-N. Son livre est en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de
la Bibliothèque nationale de France. Alors lui, il a tout dépouillé, c'est-à-dire qu'à chaque date, vous avez l'analyse plus ou moins succincte de chaque procès avec la condamnation, la peine, le motif, l'identité des accusés, etc. Donc en gros, il y a eu 5-6 grands motifs de condamnation. On a condamné des gens pour des propos. C'est ce que la loi des suspects déterminait. On a condamné à mort des gens pour des propos contre-révolutionnaires. Alors c'est vrai que la loi le permettait, puisque une loi de 1792 qui avait été prise par la Convention stipulait que la peine de mort était prévue pour tout individu qui prêchait le renversement de la République ou le rétablissement de la monarchie. Seulement, où commence et où finit un propos qui promeut la monarchie? On a condamné à mort voilà, des aubergistes qui avaient crié « Vive le roi » parce qu'ils étaient saouls. Voilà, seulement, il y avait le membre d'un comité révolutionnaire à côté, il l'a arrêté et le gars a fini sur l'échafaud. On a condamné à mort, j'ai un exemple en tête, un officier qui avait dit dans un cabaret, donc peut-être était-il aussi en état d'ébriété, que la Convention était une saloperie composée de coquins. Voilà, arrêté, incarcéré, jugé et condamné à mort. Donc il y a eu beaucoup de propos de ce type qui ont été punis très vigoureusement par la justice révolutionnaire. Deuxième exemple, des écrits. Alors soit des écrits que les gens avaient eux-mêmes rédigés, c'est-à-dire qu'on retrouvait lors d'une visite domiciliaire des lettres écrites alors à des nobles, à des émigrés, ou qui compromettaient gravement la personne qui les avait rédigées. On retrouvait des affiches à la gloire de Louis XVI, on retrouvait des libelles royalistes, voilà. Et à ce moment-là, ça devenait une preuve de conspiration contre la République et la personne était arrêtée, emprisonnée et donc parfois jugée par le tribunal et parfois encore condamnée à la peine de mort. Troisième catégorie importante de motifs de condamnation, l'émigration. Alors l'émigration a été très sévèrement punie par le tribunal révolutionnaire et ça n'était pas une nouveauté puisque dès 1789, vous savez peut-être qu'il y a eu un grand mouvement d'émigration qui a commencé après la prise de la Bastille et qui s'est poursuivi après la fuite du roi et son arrestation à Varennes en juin 1791. Les émigrés ont toujours été très sévèrement jugés moralement et judiciairement parce qu'on considérait que c'était les traîtres absolus. C'est-à-dire que quitter son pays pour aller se réfugier dans une autre nation, qui plus est lorsqu'elle était en guerre avec la France, était un crime jugé comme un crime capital. Donc toutes les personnes soupçonnées d'avoir émigré ont été pratiquement systématiquement condamnées à mort. D'ailleurs, le tout premier condamné à mort du tribunal, qui s'appelait Louis Guyot des Mollans, a été condamné pour émigration en avril 1793. Et beaucoup de gens se sont retrouvés sur les bancs du tribunal alors qu'ils avaient simplement pour intention de franchir la frontière l'espace de 2 ou 3 jours, soit parce qu'ils avaient besoin pour des raisons de santé de se faire soigner à 10 km, soit pour régler des affaires, pour des affaires financières, des affaires de famille. Donc beaucoup de gens franchissaient la frontière lorsqu'ils habitaient à la frontière orientale et lorsqu'ils revenaient, ils étaient arrêtés par le comité de surveillance et soupçonnés de participer à l'armée des immigrés qui était censée renverser le gouvernement républicain. Donc ça a été un motif de condamnation très fréquent. Après, il y a des individus qui ont été condamnés à mort, si j'ose dire, légitimement, parce qu'ils avaient participé à des insurrections. On a beaucoup, par exemple, de maires de villes grandes ou moyennes qui ont été rapatriés sur Paris pour être jugés par le tribunal révolutionnaire parce qu'ils avaient participé à des insurrections, qu'ils avaient appelé ouvertement à l'insurrection, à la révolte, à la rébellion. Je pense par exemple à des prêtres en Vendée qui prêchaient la révolte en chair dans les églises et qui ont été effectivement considérés comme des ennemis de la République qui devaient logiquement être punis de la peine capitale par le tribunal révolutionnaire. Et puis enfin, c'est moins important, il y a eu des délits économiques, donc des accapareurs, des producteurs qui n'avaient pas vendu leurs denrées et qui ont été condamnés à mort sous prétexte de vouloir affamer le peuple, etc. etc. Quelques personnes qui n'avaient pas vendu au prix du maximum, mais c'est assez rare. Et il y a eu également des fournisseurs, ce qu'on appelait les fournisseurs infidèles, c'est-à-dire des gens qui étaient censés fournir à l'armée des chevaux, des munitions, des vivres de bonne qualité, et qui en réalité, pour différentes raisons qui n'étaient pas forcément des raisons contre-révolutionnaires, ne fournissaient pas ce qu'ils auraient dû fournir. Par exemple, on a condamné à mort quelqu'un qui avait fourni à l'armée du Nord ou à l'armée du Rhin, je ne sais plus, des chevaux qui étaient tellement fatigués, tellement vieux, tellement malades, qu'ils ne pouvaient même plus tirer les canons et les charrois, les caissons de munitions. Donc on a considéré que c'était non seulement une négligence, mais un crime contre-révolutionnaire, puisque c'était susceptible de compromettre la victoire des soldats et de l'armée à qui ces canons ou ces munitions étaient destinés. Donc il y a eu des condamnations à mort pour des délits économiques de cette nature. Dernière question, qui ont été les victimes du tribunal révolutionnaire?
Dans l'immense majorité des cas, alors on retient les grandes figures dont je vais vous parler, mais dans l'immense majorité des cas, ce sont des anonymes qui ont été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire. J'ai envie de vous dire que 95% des 2625 personnes condamnées à mort étaient des gens tout à fait communs dont l'histoire a totalement oublié les noms. Les 2 tiers de ces gens-là appartenaient au tiers-État. N'étaient ni nobles ni ecclésiastiques, c'est important de le dire, donc des gens qui appartenaient à la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, c'est-à-dire des artisans, des commerçants, des professions libérales, des écrivains, des artistes, des professeurs, voilà, tout ce panel social qui constituait ce qu'on appelait déjà à l'époque la petite ou la moyenne bourgeoisie, quelques négociants également, mais disons que dans l'ensemble, le tribunal indiscutablement a frappé en grande majorité ce qu'on pourrait appeler des gens du peuple qui, pour certains, avaient même soutenu la Révolution dès 1789. Donc le tiers restant, ce sont des nobles et des ecclésiastiques, surtout des nobles. Les ecclésiastiques, très peu, il y en a eu peut-être entre 5 et 10%, et à peu près 20% de nobles qui ont été jugés par le tribunal, pas forcément parce qu'ils étaient nobles en tant que tels, mais puisqu'ils ils s'étaient rendus coupables d'un crime susceptible d'être jugé par la juridiction, mais évidemment leur état de noble ne faisait rien pour arranger les choses et les aggravait même très souvent. Et j'ai lu notamment aux Archives nationales des comptes rendus d'audience où le président dit oui, on sait très bien ce que pense un marquis d'eux ou un comte d'eux, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc voilà, il y avait des gens pour lesquels malheureusement leur statut social, leur fonction ou leur appartenance à la noblesse ou au clergé les rendait ipso facto coupables de conspiration. Et puis il y a eu les grandes figures. Alors c'est les grandes figures qu'on a retenues, qui ont traversé l'histoire du tribunal révolutionnaire, qui ne sont pas les anonymes. Je vais vous en citer quelques-uns, je ne peux pas faire le tour de toutes les personnes qui ont comparu devant le tribunal. Il y a d'abord eu quelques grandes figures de l'Ancien Régime. C'est-à-dire vraiment des gens qui incarnaient la monarchie absolue, telle qu'évidemment les révolutionnaires la rejetaient. Alors voilà l'image de tout à l'heure, complète cette fois-ci avec la partie droite où vous voyez Marie-Antoinette qui se défend devant le tribunal. Vous avez Fouquier-Tinville qui est assis en bas devant le président qui lui est debout, avec le greffier en face qui s'appelait Fabricius. Il avait pris ce surnom romain parce qu'en fait il s'appelait Paris, mais Paris était le nom d'un homme qui avait assassiné un député qui avait voté la mort du roi en janvier 1793 et comme il ne voulait pas porter le même nom que lui, il s'est fait appeler Fabricius. Bref, donc vous avez ici Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire. Alors, je ne vais pas vous faire tout le procès de Marie-Antoinette, on n'a pas le temps, et puis ça a fait l'objet d'un livre d'Emmanuel de Varesquiel qui est paru il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle Jules et la reine. Je vous dirais simplement qu'il est à peu près aujourd'hui indiscutable. On sait aujourd'hui que la reine avait transmis les plans des armées à sa famille en Autriche, et que par conséquent, il y avait eu une véritable complicité de la reine avec l'ennemi, et que par conséquent, la peine de mort qui lui a été infligée était quand même relativement justifiée, même si à l'époque on ne savait pas tout ce qu'elle avait fait, mais on sait aujourd'hui en tout cas que la peine était d'une certaine façon justifiée. Madame Élisabeth, la sœur du roi, a été condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. La comtesse du Barry, je ne vous parle pas du foie gras, je vous parle de la favorite de Louis XV, a été condamnée à mort également par le tribunal révolutionnaire. Malesherbes a été condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. C'était le grand défenseur des encyclopédistes au XVIIIe siècle, c'était le directeur de la librairie, mais il a eu le malheur de défendre Louis XVI lors de son procès et d'envoyer de l'argent à ses enfants qui étaient partis en émigration à Londres. Et donc il a été arrêté et condamné à mort par le tribunal. Je vous citerai également Lavoisier, le célèbre chimiste, qui n'a pas été condamné en tant que chimiste, mais en tant que fermier général, c'est-à-dire chargé de la collecte des impôts indirects à l'époque de la monarchie. Charlotte Corday est un cas un peu particulier, puisque c'est l'assassin de Marat, donc c'est pas vraiment une contre-révolutionnaire, hein. Elle était plutôt de sympathie girondine, mais dans son cas, évidemment, la peine de mort a été prononcée sans état d'âme de la part des jurés, vous l'imaginez bien. Et puis à côté de ce monde de l'Ancien Régime, il y a le monde de la Révolution, c'est-à-dire que la Révolution, vous le savez, est une machine qui broie ses propres acteurs. Jean-Sylvain Bailly, le premier maire de Paris en 1789, astronome réputé, a été condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. Ça a été le cas de Barnave, ça a été le cas des Girondins. Vous avez ici une petite gravure populaire de l'époque qui représente le procès des Girondins en octobre 1793. On les voit en train de déchirer leur défense. Alors certains ont dit qu'en fait c'était des assignats qu'ils envoyaient au peuple pour se faire acquitter, que le peuple déchirait les assignats. Bon, on n'en sait trop rien, mais vous avez ici une petite image qui représente ça.
Là, vous avez Jacques-René Hébert, le Mélenchon de 1794, condamné à mort par le tribunal et qui a été ici dessiné sur sa charrette qui le conduisait à la guillotine, je crois, par David. Et puis Danton, dont je vous ai parlé tout à l'heure, là aussi représenté dans la charrette qui le conduisait à l'échafaud de la place de la Révolution en avril 1794. Quelques généraux, alors vous avez ici le général de Custine, hein, beaucoup de généraux ont été condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire pour intelligence avec l'ennemi parce qu'ils n'avaient pas su, disait-on, exploiter la victoire qui était à leur portée. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de dynamiser, si je puis dire, les officiers généraux de l'époque, qui consistait à leur expliquer que si ils subissaient une défaite ou s'ils remportaient une victoire dont ils ne profitaient pas ensuite pour exterminer l'ennemi qui se trouvait en face, ils étaient passibles de la peine de mort. Et ça a été le cas du général Custine ou d'un général qui s'appelait Houchard, à qui on a reproché de ne pas avoir justement poursuivi l'ennemi qu'il venait de vaincre et qui a été condamné à mort par le tribunal révolutionnaire après avoir ouvert sa chemise pour montrer les cicatrices qu'il avait reçues pendant les batailles auxquelles il avait participé. Donc tout ça a pris fin avec le 9 Thermidor et la chute de Robespierre. Je ne rentre pas dans le détail, faute de temps, de l'existence du tribunal à partir du 9 Thermidor, 27 juillet 1794, jusqu'à sa dissolution en mai 1795. Je vous citerai juste deux procès très importants que le tribunal a conduits dans cette période qu'on a appelée la réaction thermidorienne. Le procès de Jean-Baptiste Carrier, le noyeur de Nantes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui là aussi a été dessiné au cours de son jugement, et le procès de Fouquier-Tinville, l'accusateur public, qui lui-même s'est retrouvé sur les bancs du tribunal et qui a été lui-même condamné à mort en mai 1795, et le tribunal a été définitivement supprimé le 31 mai 1795. Voilà, merci beaucoup. J'ai jamais vu ça. Le bouquin, à défaut d'avoir dépouillé 2625 dossiers dans la série W de Pierre Fitte-sur-Seine, j'ai quand même dépouillé les 5000 pages de bouquins d'Henri Vallon sur le tribunal révolutionnaire. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Non, non, il pouvait y avoir des circonstances aggravantes qui, encore une fois, chargeaient l'accusé, mais c'était la plupart du temps quand même des choses qui avaient trait à sa propre personne ou à sa famille la plus immédiate lorsqu'il s'était vraiment rendu coupable de quelque chose de grave. Si par exemple la famille avait émigré et que la personne elle-même envoyait des fonds aux émigrés, à sa famille de l'autre côté de la frontière, ce qui pouvait être interprété comme un moyen de financer la contre-révolution, là oui, mais dire à quelqu'un on va vous condamner à mort parce que votre mère est partie en Angleterre, je ne crois pas en avoir vu beaucoup où ça a pu arriver et ça m'a pu échapper. Vous imaginez bien que je n'ai pas les 2625 cas dans la tête, mais il y a eu des circonstances aggravantes, mais d'un point de vue aussi extrême que celui que vous dites, je ne me souviens pas avoir vu ça, non. Mais en revanche, le fait d'avoir une famille émigrée, ça pesait lourd quand même. Hein. Ça pesait quand même très lourd. Mais bon, ça ne motivait pas forcément la condamnation, sauf à trouver une preuve de correspondance avec la famille qui était partie, où là, effectivement, on pouvait être considéré comme personnellement complice de gens qui étaient susceptibles de prendre les armes contre le pays. Très bien que vous ayez posé la question, je n'ai pas eu le temps de le dire. Non, il n'y a pas d'indépendance. C'est-à-dire que les juges avaient la liberté d'interpréter les lois effectivement comme ils l'entendaient, et le comité n'était peut-être pas là pour vérifier toutes les sentences, mais ce qui est absolument certain en revanche, c'est que d'abord, à partir d'une certaine époque, Fouquier-Tinville allait tous les soirs au comité de salut public pour rendre compte de son activité. Donc vous imaginez, c'est comme si aujourd'hui le président de la République recevait le président de la cour d'assises tous les jours pour savoir qui l'avait condamné. Enfin, c'est un truc hallucinant, mais ça existait, et Fouquier-Tinville lui-même l'a dit d'ailleurs pendant son procès. Hein. Il a dit « je rendais compte de mes actes régulièrement au gouvernement ». Et d'autre part, on sait, et là aussi aux archives nationales j'ai trouvé les documents, ils avaient été reproduits dans un livre, mais j'ai eu l'occasion de voir les documents originaux. Le comité de salut public a expressément demandé à Fouquier-Tinville, à partir de mars ou avril 1794, de lui envoyer régulièrement l'état de tous les procès à venir et l'état de toutes les sentences rendues.
Voilà, donc il est évident que le gouvernement était parfaitement au courant de ce qui se passait, et même si on ne peut peut-être pas le prouver de manière absolument scientifique, il paraît quand même évident, quand on a un peu de lucidité sur le fonctionnement d'un régime de cette nature, que le gouvernement a poussé certains dossiers pour qu'ils arrivent au tribunal révolutionnaire. Ça, c'est évident. Je crois qu'il faudrait être très naïf pour croire que le tribunal était un tribunal indépendant qui jugeait en son âme et conscience, indépendamment de la volonté du gouvernement. Et il n'y a aucun... Je ne suis pas en train de vous faire de l'anti-révolution basique en vous disant ça, pas du tout. C'est simplement dans la nature des choses. Hein. Un historien qui s'appelait Frédéric Bluch a écrit « La justice révolutionnaire est révolutionnaire avant d'être justice ». Bon, voilà, ben, tout est là. C'est-à-dire qu'une justice révolutionnaire n'est pas une justice ordinaire. Et il faut la reconnaître comme telle. D'ailleurs, il y a une grande tradition de justice d'exception en France. Hein. Il y a eu les cours prévôtales en 1815, il y a eu la Cour de sûreté de l'État, il y a eu beaucoup de juridictions qui ont été créées, pas forcément sur ce modèle et avec le même arbitraire, mais il y a dans tous les pays, et en France notamment, une tradition de juridiction d'exception qui a existé. Donc ça n'est pas étonnant de dire que le tribunal était dépendant du gouvernement. C'est simplement, encore une fois, dans l'ordre des choses, quand on accepte l'idée qu'une juridiction d'exception à caractère politique puisse exister. Je sais qu'il y a énormément d'interprétations par rapport à tout ça, comme l'interprétation effectivement qui tend à dire que Robespierre en fait était le moins terroriste de tous, qu'il voulait freiner la terreur et que celle-ci n'a été accélérée que par la volonté de ses rivaux pour les décrédibiliser. C'est possible. On n'a aucune véritable preuve là-dessus en réalité. C'est pas exclu. Par exemple, on sait que Robespierre a été victime soi-disant d'un attentat en juin 1794, je crois, où une jeune fille qui s'appelait Cécile Renaud s'est présentée chez lui, chez le domicile de Duplay. On l'a arrêtée, on a trouvé un canif dans sa poche, elle a été exécutée avec toute sa famille et 50 personnes en plus qui ne l'avaient jamais vue. Bon, alors, il se peut, et il est même vraisemblable, que c'était une manœuvre du comité de sûreté générale pour discréditer Robespierre et dire, voyez, c'est Robespierre qui, parce qu'il a voulu se proclamer roi, a voulu faire condamner des gens. On a d'ailleurs traîné tous ces malheureux avec une chemise rouge, puisque c'était la chemise des assassins, pour que la chose soit encore plus spectaculaire. Voilà, c'est un débat très compliqué, qui, je crois, à mon avis, n'a pas été tranché, ni par Jean-Clément Martin, ni par François Furet, ni par personne. Voilà, tout ça, c'est des questions d'interprétation. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait de grosses rivalités au sommet du pouvoir. Hein, que Robespierre, Saint-Just, Couthon, Barrère, Billaud-Varenne, Carnot, tous ces gens n'avaient pas forcément les mêmes vues sur la terreur, n'avaient pas forcément les mêmes objectifs. Il y avait effectivement des gens très dogmatiques, très idéologues, comme Robespierre ou Saint-Just, qui ont théorisé la terreur sous la Révolution. Il y avait des gens beaucoup plus modérés, comme Carnot. Il y avait des gens entre les deux, comme Barrère. Il y avait des gens très techniciens, comme Prieur de la Marne, qui ne s'occupait de ces questions militaires et qui se moquait complètement des questions politiques en tant que telles. Donc il ne faudrait pas croire non plus que ce gouvernement était complètement unifié et en voie vers le même but. Hein. Il y a eu beaucoup de rivalités, beaucoup de tiraillements, qui ont abouti d'ailleurs à la chute des robespierristes. Mais à la question précise que vous posez, honnêtement, c'est compliqué de répondre parce que je crois qu'on ne peut vraiment pas avoir de certitude là-dessus. Vous allez avoir une école, celle de Martin en l'occurrence, que je connais, qui va vous dire ça parce que lui souhaite effectivement réhabiliter à tort ou à raison la figure de Robespierre et prouver, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, hein, que la figure du monstre a été bâtie a posteriori par des gens qui avaient intérêt à lui mettre tout sur le dos, ce qui n'est pas faux. Et puis vous avez des gens plutôt dans la tendance de Patrice Guénifet qui lui fait porter à Robespierre une responsabilité considérable dans l'exercice de la terreur, parce qu'il l'a théorisé, parce qu'il a eu des discours absolument sans ambiguïté sur la lutte que la Révolution devait mener contre les corrompus et les pourris, contre la vertu. Voilà, donc il y a un petit peu ces deux écoles qui s'affrontent et c'est difficile d'avoir un point de vue définitif. Hein. Vous aurez toujours Jean-Clément Martin pour défendre la première hypothèse et vous aurez toujours M. Guénifet pour défendre la seconde. Voilà, et moi je suis entre les deux. Donc c'est difficile de vous dire précisément sans rentrer dans des débats techniques interminables, mais pour moi c'est vraiment pas tranché. Hein, les deux écoles coexistent encore. De toute façon, bon, vous savez bien que l'histoire n'est qu'une reconstruction intellectuelle. Hein. La vérité, ça n'existe pas. Donc chacun pense ce qu'il croit devoir penser, reconstruire à partir des documents qu'il trouve. Chacun analyse et interprète les choses comme il le souhaite dans la tendance qui est la sienne. Mais la vérité historique, surtout sur un point aussi compliqué que celui que vous évoquez, qui est important, hein, je crois qu'il n'y aura jamais le document qui vous dira que c'est vrai ou faux. Tout simplement impossible à retrouver.
Alors Fouquier-Tinville est de tous les accusés du tribunal révolutionnaire celui qui a eu la chance de bénéficier de l'instruction la plus longue, puisqu'il a été arrêté dès le mois d'août 1794 et qu'il a été condamné en mai 1795. On en revient un peu à la question de Robespierre d'une certaine façon. Fouquier-Tinville, il faut quand même le dire, a servi de bouc émissaire lui aussi, c'est-à-dire qu'il a sa part de responsabilité, mais très vite, les gens qui avaient renversé Robespierre et qui considéraient que la chute de Robespierre n'était en fait qu'un épisode parmi d'autres, comme la chute d'Hébert ou de Danton, se sont très vite aperçus que la terreur devait être freinée, voire arrêtée, parce qu'il y avait des mouvements d'opinion très importants à l'époque. Et donc, on a très vite compris que Fouquier-Tinville ne pouvait pas soit rester en vie, soit rester en liberté. Donc il a été effectivement incarcéré très vite. Il n'avait absolument aucune illusion. Il a écrit des lettres à sa femme qu'on a retrouvées où il dit « Je sais que je vais être condamné, je n'ai aucune chance, c'est ainsi, on ne peut pas faire autrement ». Mais il a quand même été jugé pendant plusieurs mois. Il y a eu des dizaines et des dizaines de témoins qui ont comparu, notamment d'anciennes victimes du tribunal révolutionnaire. On a notamment une femme qui est venue avec son acte de décès. Parce qu'elle avait été condamnée à mort par le tribunal, mais on avait découvert après le jugement qu'elle était enceinte. Et les femmes enceintes avaient la possibilité d'être préservées du jugement jusqu'à l'accouchement. Et ensuite, elles étaient amenées à l'échafaud. Et donc cette femme a pu échapper à la sentence du tribunal, elle a accouché. Et au moment d'accoucher, non, mais disons que quelques jours après son accouchement et au moment où elle devait effectivement emmener à son exécution publique, Robespierre est tombé et elle a été sauvée. Sauf que l'acte mortuaire avait été rédigé avant. Donc elle a amené ça et tout le monde était évidemment interloqué, puisque un acte mortuaire est fait par définition après l'exécution. Il y avait un huissier qui constatait les exécutions publiques, donc à chaque fois que le couperet tombait, il marquait le nom de la personne qui venait de mourir, et tout ça a été ensuite archivé et consigné de façon très procédurale et très propre. Voilà, ce procès a été l'occasion de faire témoigner beaucoup de gens qui avaient été eux-mêmes jugés par le tribunal. Fouquier s'est défendu comme il a pu. Il avait une excellente mémoire, il prenait des notes, il a été absolument impeccable pendant tout ce procès. Il a dit notamment « Je n'ai été qu'un rouage mobile de la terreur ». Donc moi, je n'ai pas fait les lois révolutionnaires, je n'ai pas installé les échafauds dans toute la France. Ce n'est pas moi qui étais au comité de salut public, ce n'était pas moi qui votais les lois de la Convention, et c'était vrai. D'une certaine façon, c'était vrai. Ce n'est pas moi qui appliquais les peines et qui prononçais les sentences. Je ne faisais que requérir une peine qui était ensuite appliquée par les juges et pas par moi. Donc il a fait tout ce qu'il fallait pour se disculper au maximum, mais il n'a pas échappé à la sentence. D'abord parce qu'on l'a accusé, l'accusateur public de l'époque lui a dit notamment « Je vous reproche de transformer des délits ordinaires en crimes contre-révolutionnaires ». Et dans l'acte d'accusation, il y avait marqué que Fouquier-Tinville, en dépit de tout le contexte terroriste dans lequel il baignait, n'avait pas tout fait, c'était le moins qu'on puisse dire, pour essayer de freiner la machine au maximum. Mais voilà, c'est très difficile aujourd'hui, 250 ans après, c'est très facile de dire il aurait dû faire comme ça ou comme ça. Vous savez bien que c'est l'éternel problème de tous ces gens qu'on juge a posteriori. Je ne vous citerai pas l'exemple de l'occupation, qu'est-ce qu'on aurait fait à cette époque-là, et est-ce que moi j'aurais conduit le train qui menait les déportés à tel endroit. Bon, vous savez bien tous les débats que ça peut générer, mais voilà, Fouquier-Tinville apparaît comme le fonctionnaire scrupuleux qui obéit au pouvoir, quelle qu'en soit sa nature, et qui est allé jusqu'au bout de sa logique, comme un fonctionnaire scrupuleux qu'il était. Donc il a défendu autant son dossier qu'il a pu, mais ça n'a pas empêché le tribunal de le condamner à mort, ce qui était inévitable, tout simplement parce que l'acquittement de Fouquier-Tinville aurait provoqué un scandale absolument monumental dans l'opinion. Donc il fallait qu'il soit condamné. Il y avait malheureusement, ou heureusement, en tout cas malheureusement pour lui, il n'y avait pas d'autre solution, mais il le savait très bien. Il n'a pas été le seul d'ailleurs, plusieurs jurés, plusieurs juges sont passés sur les bancs du tribunal en même temps que lui et ils ont été, je ne sais plus, une dizaine ou une quinzaine à être amenés à l'échafaud en même temps. Alors ces personnes, c'est une bonne question, étaient désignées par la Convention nationale. C'est-à-dire que dans le système des tribunaux de l'Assemblée constituante, les juges étaient élus. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait les citoyens actifs et les électeurs. Ensuite, puisque c'était un système censitaire à 2 degrés au début de la Révolution, c'était un système électoral assez compliqué. Donc les citoyens actifs, c'est-à-dire ceux qui en gros avaient au moins 25 ans et payaient, je crois, l'équivalent de la valeur de 3 journées de travail, élisaient ce qu'on appelait des électeurs, qui étaient encore plus riches, et les électeurs élisaient ensuite les juges. À l'époque du tribunal révolutionnaire, étant un tribunal politique, ça ne se passait pas du tout de la même façon. Les juges et les jurés ont tous été nommés par la Convention nationale. Donc ils ont été nommés d'abord par la Convention, et à partir de septembre, le comité de salut public et le comité de sûreté générale ont eux-mêmes
dressé les listes des jurés qui devaient en théorie être renouvelés régulièrement et qui à partir de septembre n'ont plus du tout été renouvelés du tout parce qu'on a toujours compté sur les mêmes personnes qui se distinguaient évidemment plus par leur radicalisme politique que par leurs compétences juridiques, même s'il y a eu certainement de très bons jurés également, mais ce n'était pas la marque de fabrique des jurés. Plus des juges. Les juges avaient une expérience. Hein. Quelqu'un comme Montané, par exemple, c'était l'ancien président du tribunal criminel du Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de juges avaient une vraie expérience juridique dans des tribunaux d'Ancien Régime au début de la Révolution. Les jurés, non, pas du tout. Donc tous ces gens étaient essentiellement des sans-culottes, des militants plus ou moins radicaux qui gravitaient beaucoup dans la mouvance robespierriste et qui ont été nommés directement par le pouvoir et qui sont restés quasiment inamovibles jusqu'à la fin de la Terreur. Oui, ben, c'est dommage que tu dises en dehors, parce que c'est l'exemple que tu aurais cité. Non, je serais de très mauvaise foi et je vous conduirais vers une fausse piste si je vous disais que je connaissais des modèles. Voilà, je vous le dis honnêtement, je préfère avouer mon ignorance que de vous dire des bêtises. Il y en a eu bien entendu certainement. Après, je reviens quand même à l'Union soviétique, parce que là aussi, ça a été très contesté. Ne dites pas à Jean-Clément Martin que les procès du tribunal révolutionnaire étaient de type stalinien, parce que je pense que ça ne lui plairait pas. Mais il y a quand même effectivement des similitudes absolument évidentes. C'est-à-dire que ce soit dans l'amalgame des accusés avec des gens qui ne se connaissent pas, qui est un procédé tout à fait typique des procès de Moscou et des procès menés par Vichinsky dans les années 30 en Union soviétique. Que ce soit la notion de conspirationnisme permanent où toute personne est accusée de complot, comme le complot des blouses blanches dans les années 50 par exemple, à l'époque de Staline. Que ce soit l'exagération délibérée des crimes des accusés, que ce soit la médiatisation très grande des procès pour effectivement montrer au peuple des exemples de punition de ses ennemis. Bon, il y a quand même des similitudes. Je ne veux pas faire de parallèle maladroit entre deux pays et deux périodes qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Mais je pense objectivement que le processus intellectuel dans les deux cas se retrouve quand même de façon assez frappante. Le fait que la sentence soit décidée à l'avance, le fait que l'exécution ait lieu très vite après le procès. Voilà, tout ça, ce sont quand même des similitudes assez importantes. Je ne vous dis pas maintenant que Vichinsky s'est inspiré de Fouquier-Tinville pour mener ses procès. Stéphane Courtois vous dirait certainement que les Jacobins de 93 ont servi de modèle aux bolcheviks de 1917. Mais voilà, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là parce que je ne connais pas assez ce pays et cette période pour pouvoir vous en parler. Mais par rapport à la petite comparaison que je viens de vous faire, je pense quand même pouvoir dire qu'elle est relativement valable. Je reste quand même assez prudent. C'est une tradition. Après, bien sûr, il y a quand même dans la Russie un côté... une mécanique quasi industrielle qu'on ne trouve pas dans les... C'est pas mal non plus, mais le nombre de condamnés à mort n'a pas été aussi grand que ce qu'on a dit pendant l'Inquisition. Hein. Ça, il faut beaucoup relativiser. Et puis c'est un contexte différent, c'est un contexte religieux. Bon, voilà. Après, ça ne justifie pas. Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Oui. Qui sont très différents, mais je pense qu'il y a quand même une proximité plus grande entre 93 en France et 17 en Russie qu'entre 93 en France et l'Inquisition du XVe siècle en Espagne. Je pense quand même que la proximité historique est plus importante. Oui, mais c'est pas plus importante entre les procès de la Révolution et ceux de la royauté absolue contre les crimes de majesté. Sans doute, les Camisards, etc. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, il y a une proximité. C'est compliqué. Là encore, on est beaucoup dans l'interprétatif. Si, évidemment, je pense qu'on peut faire ce parallèle-là. Le problème s'est aussi posé dans un autre domaine, dans le cas du procès de Louis XVI, par exemple. Alors on sort un peu de notre domaine, mais ça m'y fait penser. Le procès de Louis XVI a posé la question de savoir si on pouvait juger le roi pour des délits ou des crimes qu'on lui imputait et qui étaient antérieurs à la Constitution qui régissait la monarchie à l'époque. Donc oui, il y a des problèmes aussi légaux importants, que ce soit au tribunal révolutionnaire ou lors du procès du roi, qui rappellent l'exemple que tu donnes. Oui, absolument.
C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est un décret qui s'appelle le décret sur la police générale qui date du 6 avril 1794, qui ne contient pas d'ailleurs que cette disposition. On est en fait dans un processus de centralisation terroriste qui a été de plus en plus affirmé au cours de la terreur. La terreur, c'est l'histoire de la centralisation aussi. C'est pas simplement l'histoire de la répression, c'est vraiment l'histoire de la concentration d'un pouvoir de plus en plus grand aux mains d'un nombre de personnes de plus en plus réduit pour différentes raisons qui ne tiennent pas qu'à l'idéologie. Il y a eu des tas de lois pendant la Révolution qui ont centralisé le pouvoir. La loi du 10 octobre 1793, ce qu'on a appelé le décret du 14 Friméran II, du 4 décembre 93, où le comité de salut public a eu un pouvoir que pratiquement aucun intendant ou personne n'a vu autant de pouvoir sous l'Ancien Régime, donc une concentration extrêmement forte et très rarement vue dans l'histoire du pays. Et là, ce que vous dites, cette volonté de centraliser la répression à Paris est peut-être due... Alors d'abord, il y a la logique naturelle de la Révolution et de la Terreur de centraliser de plus en plus le pouvoir et la répression dans un même lieu. Et des historiens considèrent, je ne rentre pas dans le détail là aussi parce que c'est vaste, que Saint-Just a voulu centraliser la répression à Paris pour mieux contrôler l'exercice qui était fait par des commissions populaires qui avaient été instaurées par lui et qui avaient pour but de juger les détenus des prisons parisiennes de manière à séquestrer leurs biens pour les donner aux indigents. C'est-à-dire que Saint-Just a eu un grand projet social de séquestrer les biens des détenus des prisons pour les donner, entre guillemets, aux pauvres pour aller vite. Et donc certains considèrent que pour pouvoir centraliser la répression à Paris et mieux savoir ce qui s'y passait, il aurait effectivement fait supprimer l'ensemble des tribunaux et des commissions révolutionnaires. Puis ça relève aussi certainement d'autres choses, c'est que la répression en avril 1794 sur l'ensemble du territoire national avait beaucoup baissé. C'est-à-dire que la répression en France, dans les départements, elle a surtout été très forte en octobre, en novembre, en décembre, en janvier 1794, à la fin de 93 et au début de 94. C'est-à-dire après la fin de la révolte vendéenne, après la fin de la révolte de ce qu'on a appelé les départements fédéralistes, c'est-à-dire les grandes villes comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux, comme Toulon, qui se sont insurgées contre le pouvoir jacobin parisien. Toutes ces révoltes se sont à peu près éteintes à la fin de l'année 1793. La répression a suivi, surtout en janvier et février. Et c'est vrai qu'en avril, la répression en province était infiniment moins forte qu'elle ne l'était quelques mois plus tôt, ce qui justifiait d'une certaine façon de revenir à la nature originelle du tribunal révolutionnaire, qui était qu'il devait être le seul tribunal français à juger des crimes contre-révolutionnaires. Donc ça a amené la suppression de ces juridictions qui, pour beaucoup d'entre elles, n'étaient plus utiles sur le terrain, car les révoltes avaient déjà été réprimées. Oui, elle est liée parce que énormément de gens qui ont été arrêtés par les comités de surveillance en province ont été immédiatement transférés dans les prisons parisiennes, puisque seul le tribunal révolutionnaire de Paris était susceptible de juger les crimes contre-révolutionnaires. En réalité, on a laissé quand même quelques tribunaux sur place, on en a même créé de nouveaux. Robespierre, par exemple, a fait créer une commission qui s'appelait la commission d'Orange en mai 1794 et qui a également eu une nature exceptionnelle. Mais c'est vrai que le tribunal révolutionnaire de Paris étant censé centraliser le jugement de tous les crimes de nature contre-révolutionnaire, les prisons parisiennes se sont encombrées, et les 15 prisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, alors il y avait la Force, il y avait l'Abbaye, il y avait la Conciergerie, il y avait les Écossais, il y en avait plusieurs, se sont retrouvés à près de 10 000 détenus à la veille de la chute de Robespierre. Alors 10 000, ça paraît pas beaucoup comme ça quand on voit les capacités de nos prisons actuelles, mais il faut voir ce qu'étaient les prisons parisiennes à l'époque. C'était des anciennes abbayes, c'était des collèges qui avaient été reconvertis en prison dans des conditions d'hygiène et d'infrastructure complètement déplorable. Donc 10 000 en tout cas, c'était un nombre absolument considérable. Il y avait une densité carcérale très forte à l'époque, et ça a également joué dans l'accélération du processus terroriste, parce que tous ces gens qui ont été condamnés à mort et qui auraient en fait dû n'être punis que d'une peine de détention ne pouvaient pas être punis à la peine de détention, tout simplement parce que les prisons étaient pleines. Donc il y a plein de choses qui se mélangent, si vous voulez. Il y a une volonté de vider les prisons, il y a une volonté d'accélérer la terreur pour dépasser la surenchère des militants hébertistes dans les sections, etc. Il y a beaucoup de causes qui font qu'effectivement cette centralisation a elle-même débouché sur l'accélération de la répression. Et en juin et juillet 1794, on avait l'habitude de voir partir, alors non plus vers la place de la Concorde, mais vers la place de la Nation, puisque c'est là qu'avait été chassé l'échafaud de manière à ce qu'il soit le plus loin possible du centre de Paris, puisqu'à l'époque, la barrière de Vincennes, c'était la campagne, c'était pas du tout comme aujourd'hui. On voyait passer des charrettes de 10, 20, 30, 40 personnes tous les jours dans les rues.
Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Non, non, voilà. Bon, c'est une question sordidement anecdotique, mais effectivement, l'échafaud, la guillotine, a été déplacée de la place de la Concorde d'abord, ensuite à la place de la Bastille, parce que les habitants en avaient marre de voir les charrettes passer, et les charrettes de cadavres aussi, parce qu'il y a les charrettes des vivants, puis il y a les charrettes des morts après, hein, parce que tous ces morts, il faut bien les mettre quelque part. Donc ils ont été enterrés d'abord dans le cimetière de la Madeleine, à l'emplacement du square Louis XVI actuel, la chapelle expiatoire, et ensuite un cimetière plus au nord qui s'appelait le cimetière des Errancis. Et c'est vrai que voir passer tous les jours des charrettes de troncs décapités, voilà, c'était pas spécialement quelque chose de très attirant pour les habitants. Donc on a chassé l'échafaud d'abord à la place de la Bastille, où il est resté 3 jours, et ensuite à la place de la Nation, à la barrière de Vincennes actuelle, où il est resté jusqu'à la fin. Sauf qu'on a ramené la guillotine sur la place de la Concorde pour l'exécution des robespierristes, parce qu'on voulait que Robespierre et que ses partisans périssent là où les autres factieux, les Danton, les Hébert, les Girondins, avaient eux-mêmes été exécutés. Oui, il y en a eu beaucoup, il y en a eu même énormément. Il y en a eu beaucoup, puisque le comité de sûreté générale est donc le comité chargé de centraliser les dossiers de tous les suspects arrêtés, de les faire incarcérer et éventuellement de les faire juger. Alors le comité de salut public, lui, était en charge, on va dire, des affaires générales et surtout des affaires de défense, hein, avec Carnot, avec la conduite des armées, bon, et avec un objet très militaire, plus les affaires économiques, quelques affaires politiques importantes. Il y avait une rivalité très grande, d'autant que Saint-Just, encore lui, a fait créer au sein du comité de salut public un bureau de police qui était en rivalité avec le comité de sûreté générale. Donc tous ces gens se détestaient. Le chef, pas le chef, mais enfin l'un des meneurs les plus importants du comité de sûreté générale, qui s'appelait Vadier, était un ennemi acharné de Robespierre, un athée convaincu, alors que Robespierre était un déiste. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que tous ces gens ne se supportaient plus. Et il y a eu une grosse rivalité entre les deux. Oui, absolument. Pas toujours, mais en tout cas vers la fin, à partir d'avril, mai, juin 1794, les rivalités étaient effectivement très grandes, au point que Vadier du comité de sûreté générale a monté toute une affaire pour discréditer Robespierre, qui, vous le savez, avait proclamé l'être suprême, le culte de l'être suprême et de l'immortalité de l'homme. Ça faisait rire beaucoup de monde, et Vadier a inventé toute une affaire pour discréditer Robespierre à ce moment-là. Donc c'est vrai que les rivalités étaient importantes. Oui.